Eh ben, il est midi, on peut dire qu'on y va? C'est parti. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mardis de la CIA. Merci à ceux qui sont connectés en direct et puis bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo sur la chaîne YouTube des HCL. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Nicolas Garcelon. C'est une suggestion de Damien Saint-Laville de vous inviter, Nicolas. Vous allez donc nous parler de ce que vous avez développé à l'Institut Imagine et à Necker avec donc le docteur, l'entrepôt de santé Dr Warehouse. On est très intéressé de savoir ce que vous avez pu développer. Moi, il me semble que vous avez été largement en avance sur de nombreuses structures hospitalières qui commencent à peine à comprendre l'intérêt d'un entrepôt de données de santé. Donc, on va essayer d'apprendre de votre expertise. Je rappelle juste à l'auditoire qu'il est possible de poser des questions sur le chat de la visio. On va vous mettre une petite question, enfin un petit mot pour que vous trouviez où poster vos questions. Et puis, je me ferai l'interprète de vos questions à Nicolas Garcelon. Donc voilà, merci beaucoup Nicolas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais effectivement vous parler de ce qu'on a développé au cours des 10 dernières années à l'Institut Imagine. Donc moi, je suis ingénieur agronome de formation, j'ai un doctorat de santé publique en informatique médicale et je travaille dans le milieu hospitalier depuis 2001. Donc de 2001 à 2012, j'étais au CHU de Rennes, qui était un des hôpitaux aussi assez précurseurs en matière d'informatique médicale. Et je suis arrivé à l'Institut Imagine, qui est sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malades, en 2012. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur cette idée d'entrepôt de données pour les maladies rares, entre autres. Bon, on va voir que ça peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc, tout d'abord, un lien d'intérêt. On a créé une start-up en 2017, une spin-off de l'Institut Imagine pour diffuser ces technologies. Donc, première juste information aussi, donc l'Institut Imagine, c'est un institut hospitalo-universitaire qui est sur le campus de l'hôpital Necker, et à l'intérieur de l'Institut Imagine, il y a des consultations de génétique qui sont faites au rez-de-chaussée. Donc là, c'est une image faite par l'architecte. En vrai, c'est pas comme ça, c'est moins sexy, mais c'est quand même un super endroit, malgré tout. Et dans les étages au-dessus, en fait, on a les équipes de recherche qui travaillent sur les patients qui n'ont pas pu être diagnostiqués au niveau par le service de génétique parce que c'était des mutations génétiques encore inconnues. Necker, c'est 200 lits adultes, 400 lits pédiatriques, et il y a je crois que 34, voire un peu plus, centres de référence maladies rares sur Necker. Donc ça fait un lieu avec une vraie prévalence très importante pour beaucoup de maladies rares. Notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans le système de santé apprenant. Alors c'est quoi? C'est un peu la tarte à la crème des données de santé, c'est de la réutilisation des données de santé. C'est les données qui sont produites dans l'hôpital lors des actes de soins par les médecins, qui vont permettre de faire des études cliniques, études observationnelles, pour générer des données de recherche. Ces données de recherche vont permettre de générer des connaissances. L'objectif, c'est que ces connaissances permettent d'améliorer le soin. Souvent, c'est un cercle qui est assez long, assez complexe, de passer des données de santé aux données de recherche, des connaissances, comment on les réinjecte dans le soin, autrement que par une publication qui est référencée dans Medline. Donc c'est un circuit assez complexe. Et à mon sens, il manque une boucle dans ce schéma. C'est une boucle interne qui permet de réutiliser les données de santé directement pour le soin. On sait que les médecins produisent beaucoup de données au cours du temps. Donc, dans l'hôpital, il y a une espèce de mémoire collective qui s'instaure au cours des années, à travers les comptes rendus, à travers toutes les données produites. Et ces données qui commencent maintenant, mais qui, à l'époque, en tout cas, étaient assez peu utilisées, à part par les internes lors de tests de médecine qui épluchaient les dossiers papier à la main. Maintenant, ils épluchent le DPI, mais ça reste quand même très laborieux. On voit qu'il y a un vrai problème pour utiliser cette mémoire collective de manière efficace. En RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, quand ils voient un patient compliqué passer,
Chacun fouille dans sa mémoire individuelle en disant alors attends, j'ai vu un patient il y a 10 ans qui avait ces phénotypes-là, comment il s'appelait? Et voilà, et si le médecin part à la retraite, on perd toute cette mémoire-là. Donc voir comment on peut réactiver, réorganiser cette mémoire collective et qu'elle puisse être utilisée quasiment en temps réel. Aujourd'hui, on voit bien que les médecins, pour pallier à ce problème-là, ils créent eux-mêmes leur propre fichier Excel dans leur bureau, avec leur fil actif de patients, plus ou moins bien annotés, avec des informations cliniques, phénotypiques, génétiques, voilà, qui pas forcément déclarées, pas forcément bien sécurisées, mais qui leur permet en tout cas de réexploiter leurs données, les données de leurs patients de manière voilà, autonome. Et ce qu'ils vont faire, sinon, c'est qu'ils vont créer des registres structurés, plus ou moins bien structurés, plus ou moins bien alimentés. Ça coûte très très cher en temps, en médecin, en tech. Alors il y a des centres de référence qui sont bien organisés, des instituts qui sont bien organisés, bien financés, qui permettent d'avoir des registres de qualité. Mais ça reste rare et très compliqué à mettre en œuvre. Et c'est ça qui va permettre de faire les études observationnelles, études cliniques. À mon sens, c'est old school. Il ne faut plus faire ça. Donc je l'ai mis en gris, enfin en sépia moche. Donc notre objectif, c'est un peu de lever tous ces verrous. Donc comment accéder à cette mémoire collective, comment chercher dans les dossiers médicaux de manière efficace, comment extraire rapidement des données cliniques pour faire de la recherche, sans passer par une structuration à la source qui est un enfer, et comment aider à remettre dans le soin les recherches, les découvertes qui seront faites par les chercheurs. Alors, le principal verrou à la réutilisation, ça maintenant c'est une évidence, hein, c'est l'accessibilité aux données, c'est hétérogène, c'est cloisonné, c'est voilà, des structures très différentes avec des formats propriétaires. Donc pour un médecin, quand il est face à son système d'information hospitalier, il y a plus de 200 logiciels différents, c'est un enfer. Et donc, au-delà de ça, on s'est posé la question sur les données structurées versus les données textuelles. Donc données structurées, typiquement, c'est ce qui est codé par les médecins dans le PMSI, c'est les diagnostics, les actes, c'est la biologie. Les données textuelles, c'est les comptes rendus, ou les champs commentaires dans les formulaires. Et on a regardé en 2020, pendant la période Covid, dans quelle typologie de données se trouvaient les phénotypes associés à des Covid, voilà, aux patients qui étaient Covid positifs et qui étaient hospitalisés. Et on a regardé voilà, donc, s'il était fumeur, obèse, hypertension, diabète, cancer, les médicaments liés au bloquant de chaîne calcique, l'anosmie, la gueusie. Et on voit que pour certains phénotypes, ils sont présents que dans les données textuelles et jamais dans les données codées, comme l'anosmie, la gueusie. Et au total, on a 80% des comorbidités qui sont présentes que dans le texte libre. Alors, il y en a quelques-unes qui sont que dans les données structurées et une petite partie qui sont dans les deux. Donc on voit bien qu'il faut absolument prendre en compte les données textuelles si on veut être exhaustif. Et au-delà de ça, je pense que dans les données textuelles, on a des choses, c'est là qu'on a les nouvelles connaissances. Finalement, on va coder que ce qu'on connaît. Et là, on va avoir un peu de l'innovation, des intuitions, ça va être dans le texte libre. C'est dans le texte libre qu'on va avoir des suspicions, qu'on va avoir des négations, qu'on va avoir le patient n'a pas de larmes quand il pleure. Et ça va jamais être codé, on ne va jamais chercher la case à cocher de ce type d'information. Et donc, alors en 2012-2013, quand je suis parti là-dessus, j'ai pas mal de gens qui me disaient garbage in, garbage out, donc tu vas utiliser des données sales, ça ne va pas marcher. On a quand même insisté, on a quand même resté sur notre ligne directrice en prenant l'exemple de Google, en se disant, écoute, Google, ils arrivent à faire des choses super en prenant directement les sites web qui ne sont pas structurés. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à faire la même chose sur les données de santé. Et donc, on est resté là-dessus avec cette idée de faire un entrepôt de données qui prenait en compte, enfin, vraiment le cœur, c'était le compte-rendu hospitalier, évidemment les données structurées si elles existent, avec ces données multibonales hospitalières et qu'elles soient exploitables pas que par les data scientists, mais aussi par les médecins, et surtout par les médecins, avec une interface intuitive, avec pas beaucoup de clics. C'est un détail, mais ça peut prendre son importance, et quelque chose d'efficace. Et finalement, l'accès par les data scientists, j'avais envie de dire, peu importe, les data scientists, ils se débrouillent, on leur donne une base de données et puis ils n'ont pas besoin d'une interface pour travailler. Donc, le principe des entrepôts de données, hein, je pense que maintenant tout le monde est à peu près au fait. Hein, l'idée, c'est qu'il y ait une data intégration de n'importe quoi, n'importe quel logiciel, n'importe quelle source, n'importe quel type de données. On met tout ensemble dans une seule base de données et ensuite, on a des applicatifs derrière qui permettent d'y accéder.
On a défini 3 gros cas d'usage dans le cadre de Dr. Warehouse. Dr. Warehouse est né d'ailleurs d'un lapsus, au lieu de dire Data Warehouse, un des personnes avec qui je travaillais l'a appelé Dr. Warehouse, et je pense que c'était la dernière saison de Dr. House à la même période, et ça a généré ce lapsus. On a gardé le nom. Donc avec cette idée d'accéder à la mémoire collective, d'accélérer la fouille de données et d'accélérer la recherche translationnelle, donc avec un moteur de recherche pour la mémoire collective, de l'inférence sur les données pour la fouille et l'extraction, et puis des fonctionnalités centrées patient. Donc ne plus être sur la partie entrepôt, sur toutes les données de l'entrepôt, mais avoir des fonctionnalités sur le dossier d'un patient via l'entrepôt de données. Donc si on va un peu sur le moteur de recherche, finalement les applications juste liées avec un moteur de recherche sont déjà énormes. C'est-à-dire qu'avec un moteur de recherche, on va déjà pouvoir repérer des patients d'intérêt dans les réunions de concertation pluridisciplinaire, par exemple. On va pouvoir tester des hypothèses, des intuitions. Le médecin, il a ses patients dans sa salle d'attente, il sent quelque chose, ou il sent un lien avec un médicament, puis des effets secondaires, il sent un phénotype avec un gène, peu importe, il va pouvoir tester ses hypothèses et évidemment créer des cohortes pour des études spécifiques. Donc, repérer des patients, donc ça va permettre de faire de la prise de décision sur le patient trouvé ou sur les patients qui vont ressembler à ce patient. Tester des hypothèses, donc là on va vouloir faire de la fouille de données pour générer des hypothèses, faire du clustering, faire de la stratification et permettre de poser des nouvelles questions scientifiques. Ces nouvelles questions scientifiques on va vouloir créer des cohortes ensuite pour valider ces questions. Et pour répondre à ces questions, on va devoir alimenter une base de données structurée et refaire de la stratification derrière. Et de là, avec la stratification, biomarqueurs, signatures phénotypiques, on va pouvoir repérer des patients d'intérêt sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions. Donc il y avait un peu ce schéma en tête et qu'on peut découper aussi dans l'hôpital entre quelque chose qui concerne vraiment le périmètre de soins du médecin. Donc là où il peut être autonome, en fait, où il est sur ses patients, il va pouvoir repérer des patients pour aider à prendre en charge des nouveaux patients ou prendre en charge des anciens patients qui n'auraient pas été bien diagnostiqués ou pour lesquels il y a un nouveau traitement qui vient d'apparaître. Et la partie plus sur le service, l'intégralité de l'hôpital ou plusieurs hôpitaux, où on va être sur vraiment une partie plus recherche, création de cohortes, validation d'hypothèses scientifiques. Donc le premier, c'est vraiment dans l'idée d'un usage quotidien. Alors, avec évidemment des nécessités de développer des méthodes de traitement automatique du langage pour la partie recherche des patients, fouille de données, alimentation d'une base structurée, mais je vais y revenir, avec la nécessité d'avoir l'enrichissement avec des bases de connaissances extérieures et cette nécessité de rendre les données des patients compatibles aux outils d'aide à la décision. Comment on transforme les données du patient pour qu'elles deviennent computationnelles si on veut pouvoir actionner des outils d'aide à la décision. Alors, Dr. Warehouse à Necker. Donc, ça a été notre terrain de jeu depuis 2012, notre terrain de développement et d'expérimentation. Donc, aujourd'hui, on a intégré plus de 900 000 dossiers patients, ce qui fait à peu près 10 millions de comptes rendus. Alors, comptes rendus de consultation, d'hospitalisation, d'imagerie, d'anapath, etc. On a plus de 70 millions de données structurées et ça vient de 33 sources de données différentes de 1996 à 2023. On a même intégré dedans des données anténatales, en fait, avec des échographies anténatales, ce qui nous permet d'avoir des données même avant la naissance des enfants. Alors, le premier cas d'usage, c'est vraiment le moteur de recherche sur les données brutes, qui a nécessité un développement, une interface particulière. Donc là, la capture que je vous montre, c'est la capture de la suite Codoc. Et les captures d'écran que je vous montrerai après, c'est Dr. Warehouse V1, tel que je l'avais développé. Parce que ça reste mon bébé, même s'il est plus moche moins beau que la suite Codoc, ça reste mon bébé, donc je le trouve le plus beau du monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un moteur de recherche multimodal qui va permettre de croiser à la fois de la recherche textuelle, ce qui est quasiment la principale recherche. Quand on propose au médecin un moteur de recherche dans lequel il peut chercher dans le texte libre et dans les données structurées, il va d'abord taper dans le texte libre. Finalement, la recherche structurée, ça reste quelque chose de mineur. Chercher la créate supérieure à 400 avec tel truc, on va pouvoir l'ajouter, mais on a vraiment d'abord envie d'aller rechercher dans le texte, un peu comme dans Google.
On a rajouté la possibilité de rechercher sur les mouvements des patients, en plus. Donc, les patients qui sont hospitalisés plus de 45 jours en réa, qui sont venus 3 fois aux urgences, qui ont le mot syndrome de Rett dans leur compte-rendu, etc., avec des données démographiques. Et on voit qu'il y a vraiment un recrutement, enfin, une accélération du recrutement des patients, évidemment. On voit que les médecins, alors pas tous, le testent vraiment pour avoir des hypothèses, des intuitions, pour regarder s'il y a des patients qui existent en combinant tel et tel signe. Il est utilisé aussi pour finalement retrouver des patients qui n'auraient pas été diagnostiqués sur une maladie génétique. On va trouver un nouveau gène, on va se rendre compte que pour ce nouveau gène, les patients ils ont une combinaison de 3 à 4 phénotypes. Très rapidement, les généticiens vont avoir envie de rechercher dans les 20 ans s'il y a des patients qui ont eu ces 3 signes associés et qui n'auraient pas été diagnostiqués. Et ce qui a été déjà utilisé d'ailleurs par l'équipe de génétique à Necker, ils ont pu retrouver des patients comme ça non diagnostiqués. Et évidemment, c'est utilisé par les médecins, mais pas aussi par les attachés de recherche clinique, pour créer des cohortes. On a mis en place tout un système d'alerte où ils peuvent rejouer les requêtes automatiquement tous les jours ou tous les mois. Et donc, ça fait ressortir des patients qui seraient éligibles pour des études. Et les ARC n'ont plus qu'à regarder s'il est vraiment incluable dans la cohorte. Et il est même utilisé aussi par l'exemple précédent, quand on dit on a une nouvelle mutation génétique, nouveau gène qui est découvert, on va rechercher cette combinaison phénotypique, on va trouver 0 patient, mais on va vouloir sauvegarder cette requête pour voir si un jour un patient apparaît avec ces combinaisons, que ça puisse se faire une alerte, attention, à regarder si ce patient ne serait pas muté sur ce gène. Alors évidemment, c'était pas si simple à développer parce que dans les comptes rendus médicaux, il y a beaucoup de négations, beaucoup d'antécédents familiaux. Donc le patient n'a pas d'insuffisance rénale. Si je recherche insuffisance rénale, évidemment, je ne veux pas qu'il ressorte. La mère a un diabète de type 1, je ne veux pas que diabète ressorte si c'est la maman qui l'a et pas l'enfant. Donc on a dû développer une stratégie de traitement automatique du langage naturel pour exclure, ou en tout cas pour faire prendre en compte le contexte dans lequel sont contenues les informations. Parce que le moteur de recherche est vraiment un moteur de recherche full text, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une restructuration des données, et l'utilisateur fait une recherche dans la restructuration des données. S'il veut mettre une phrase entière dans le moteur de recherche, il va retrouver le compte-rendu qui contient cette phrase entière. Et ça, pour moi, c'était vraiment indispensable pour avoir un moteur de recherche vraiment à la Google qui corresponde vraiment aux besoins de l'utilisateur. Et on a dû adapter l'interface pour qu'il puisse rapidement valider si c'est un vrai positif ou pas dans les documents qui sont retrouvés pour chaque patient. Pour la partie, du coup, un peu traitement automatique du langage, on a dû donc développer cette stratégie pour améliorer le moteur de recherche. Alors, on avait commencé avec une approche à base de règles. Donc, chaque document est pré-traité. On découpe les phrases, on découpe le compte-rendu en phrases. Chaque phrase, ensuite, est classée en famille ou patient en fonction de la présence d'éléments cousins, cousines, frères, sœurs dans la phrase. Ensuite, chaque phrase est découpée en syntagmes et on classe les syntagmes en présence de négation ou pas dans ces syntagmes. Et ensuite, on agrège tout ça et on a le moteur de recherche qui va faire sa recherche sur ces groupes de textes en précisant je veux chercher que dans ce qui est du patient affirmation ou dans tout ce qui est famille négation, par exemple, si on voulait. Et en faisant ça, on a vu qu'on améliorait largement le moteur de recherche. C'est un exemple avec 3 requêtes qui, sur les 350 patients retrouvés, il y avait 253 faux positifs, ce qui était impossible à présenter aux médecins. C'est-à-dire que si sur les 30 premiers patients qui affichaient, il y en avait déjà les 3/4 qui étaient fausses, le médecin ferme le logiciel et il va faire autre chose. Donc en intégrant les antécédents familiaux et la négation, on voyait qu'on augmentait progressivement la précision. Donc on réduit largement le nombre de faux positifs à 17, alors qu'on en avait 253 au début. Donc là, les résultats que le moteur va afficher, ça va être 17 plus 95. Et là, le nombre de faux positifs est beaucoup plus raisonnable. Donc c'était vraiment sur ces 3 requêtes. Évidemment, avec d'autres requêtes, on va avoir d'autres faux positifs qui vont apparaître. Mais on avait publié ce travail dans le journal AMIA, le journal américain. Donc ça, c'était en 2017 qu'on a publié ça. Depuis, on a eu des méthodes un peu plus puissantes de deep learning que je vais vous présenter après, dans un autre contexte. Ensuite, donc ça, c'était le moteur de recherche qui permet déjà au médecin d'aller fouiller les données de son service.
Deuxième étape, c'est comment aller fouiller, extraire des données depuis l'entrepôt, comment avoir des vues agrégées sur les données des patients. Donc la tarte à la crème, c'est évidemment, on a déjà des données structurées, on va en profiter, comme l'âge des dates de naissance, âge des patients. Donc avoir des pyramides des âges en quelques clics, ça fait toujours plaisir aux médecins. On peut avoir des répartitions géographiques aussi des patients. Ce qui peut être intéressant, c'est si on veut superposer ces données-là aux données environnementales et pouvoir faire des corrélations avec voilà, la présence ou pas d'autoroutes ou je sais pas, de champs agricoles autour de l'habitation. Aujourd'hui, nous, la géolocalisation se fait au niveau du département, mais on est capable de le faire au niveau de la rue, même du numéro de rue du patient, avec une API fournie par le gouvernement qui permet de récupérer les latitudes, longitudes des patients à un niveau extrêmement précis, qui est utilisé d'ailleurs par l'HEGP dans le cadre du Covid sur un projet avec la PHP. On est capable aussi on a intégré tout le parcours du patient dans l'hôpital et on est capable de fournir des outils de visualisation du parcours de soins d'une population ou même du patient unique. Donc là, je crois que c'est le Netterton, mais je ne suis pas sûr, j'ai un doute sur cet exemple-là. On a plusieurs dizaines de patients qui ont été retrouvés et on peut afficher comme ça une vue de ce parcours de soins de ces patients, combien de temps ils sont restés dans le service, combien sont passés d'un service à un autre, jusqu'au retour à domicile. Et ça a été utilisé notamment par un interne de génétique qui fait de service des urgences, puis après qui est allé en génétique, qui a fait un travail sur les mouvements des patients atteints d'une maladie osseuse rare, 7 jours avant les urgences et 30 jours après les visites aux urgences. Il a pu détecter, en analysant ce parcours de soins, déjà en retrouvant les patients avec le moteur de recherche, en extrayant les mouvements des patients avec le système de visualisation des parcours, il a pu détecter, mettre en relief des anomalies des patients qui revenaient très peu de temps après les urgences, qui n'étaient pas forcément réorientés dans le bon service. Et ils ont pu améliorer tout le processus de prise en charge de ces patients. Ça fait l'objet d'une publication dans le journal Orphanet, Journal of Rare Diseases, en 2020. Donc ça, c'est les données qui étaient déjà structurées et sur lesquelles on s'est appuyé pour proposer ces différents outils de visualisation. Là où ça devient un peu plus rigolo, c'est qu'on a développé des méthodes qui permettent d'extraire automatiquement les phénotypes dans les comptes rendus des patients. Nous, ce que je ne veux pas, c'est demander aux médecins de cocher des cases, de coder, vous avez bien compris, c'est vraiment pas l'objectif, et puis les médecins, ils ne supportent plus de faire ça. C'est vraiment de s'appuyer sur les comptes rendus. La chance qu'on a à Necker, c'est que les médecins sont éduqués depuis des dizaines d'années à faire des comptes rendus extrêmement riches, notamment quand il n'y a pas de cas nosologiques, c'est des patients non diagnostiqués, ils sont d'autant plus riches pour vraiment décrire le maximum de choses. Et on a développé des algorithmes qui permettent d'aller extraire ces phénotypes. Alors, on travaille aussi sur d'autres sources de données, mais que je ne vais pas évoquer ici, sur notamment les photographies des patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que les généticiens, quand ils reçoivent des patients en consultation, il y a la moitié des patients, enfin 40% des patients qui ont une maladie génétique, c'est associé à une dysmorphie faciale, plus ou moins prononcée. Et les médecins ne décrivent pas le visage des patients dans l'intégralité, parce que le compte-rendu ensuite est donné aux parents et ça peut être traumatisant. Et donc, ils préfèrent documenter le compte-rendu avec une photographie du patient. Et donc, nous, on a développé des algorithmes qui permettent d'analyser ces photos, d'en extraire des landmarks et faire des analyses morphométriques. Et on travaille aussi en parallèle sur les séries temporelles, donc les données biologiques. Là, je vais me concentrer sur la partie extraction phénotypique et des diagnostics. Et donc ça, c'est un travail qui a été mené par Marc Vincent dans mon équipe, pour lequel donc, on s'est appuyé sur un premier travail que j'avais réalisé en 2014-2015, où j'avais fait une extraction des phénotypes à base de règles, en utilisant les règles que j'avais développées pour les négations et les antécédents familiaux. Donc on a utilisé cette approche-là qui était assez simple, assez efficace à mettre en œuvre, avec des faux positifs, des faux négatifs, avec des erreurs, avec notamment des problèmes de désambiguïsation des phénotypes. Donc l'idée, c'est que je pars d'un dictionnaire de phénotypes, qui est l'UMLS, le Unified Medical Language System, qui est un métathésaurus qui regroupe des thésaurus francophones. Et chaque mot, je vais les chercher dans le thésaurus. Le problème, c'est que des fois, il va trouver, par exemple, hépatite B, qui est une maladie, sauf que dans la plupart des cas, ce n'est pas un phénotype, ce n'est pas une maladie, c'est un vaccin. Le patient a été vacciné contre l'hépatite B. On va avoir protéinurie.
qui peut être soit un examen médical, soit le fait que le patient a une protéinurie, c'est-à-dire des protéines dans les urines. Donc, soit ça peut être un dosage, soit ça peut être une maladie. Et donc, il y a un certain nombre de phénotypes comme ça qu'il faut pouvoir désambiguïser, et moi que je n'ai pas pu désambiguïser avec des méthodes à base de règles. Et donc, on a, à partir des méthodes à base de règles qui avaient été développées précédemment, on a préannoté des comptes rendus, des milliers de comptes rendus, qu'on a revalidés manuellement avec 2-3 experts, annotateurs, qui ont pu valider le fait que c'était un vrai phénotype et pas autre chose. Ils ont pu vérifier la négation et vérifier l'antécédent familial. Et donc, sur ces 3 tâches, on a pu développer un modèle de deep learning qu'on a pu appliquer ensuite sur les comptes rendus pour valider ce problème d'ambiguïté, de phénotype et puis les attributs. Et on a publié ce travail dans le congrès MedInfo en 2022. Alors, juste pour info, hein, l'annotation manuelle des comptes rendus, c'est un enfer. Ça prend un temps fou. Ça fait beaucoup de débats entre annotateurs, parce qu'on n'est pas tous d'accord entre savoir si c'est vraiment un phénotype ou non, c'est pas un phénotype. Enfin, là, est-ce que c'est le patient, ou est-ce que c'est la famille, surtout sur les comptes rendus qui mélangent des informations sur la grossesse et sur l'enfant. Donc, est-ce que la grossesse, ça concerne la mère, est-ce que ça concerne l'enfant, etc. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas simples et des fois, c'est dur de trancher. Et ça, c'est juste parce que comme il y a du deep learning dessus, je vous fais une jolie diapo d'un pipeline qu'on met à chaque fois dans les présentations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que c'est Marc Vincent, vraiment le spécialiste dans mon équipe sur ces aspects-là. On a quand même travaillé sur un transformer qu'on a fine-tuné à Necker sur les comptes rendus de l'hôpital Necker pour avoir les meilleurs résultats. Tous les détails ensuite sont décrits dans le papier de MedInfo. Globalement, on améliore la précision et la détection de la négation de 85 à 95% sur ces phénotypes. La différence de ce que j'avais fait avant, c'est que nous, j'indexais des syntagmes, enfin, je classais des syntagmes, des phrases, ce qui était hyper important pour le moteur de recherche. Là, ce que je fais, c'est que je classe des phénotypes qui sont extraits. Donc, ce n'est pas toute la phrase. Donc, ça a moins d'impact sur le moteur de recherche. Et les antécédents familiaux, on les passe de 41 à 87% sur l'ensemble des comptes rendus qui ont été évalués. À partir de là, ce qui est génial, c'est que ça veut dire que pour chaque patient de l'entrepôt et pour chaque compte rendu, on va pouvoir extraire une liste de phénotypes. Avec le contexte, c'est patient ou famille, la polarité, si c'est une négation ou une affirmation, et la fréquence. Et donc, ça veut dire que si je fais une requête dans l'entrepôt de données, que je lui dis « donne-moi tous les patients où il y a écrit doc8 » par exemple dans leur compte rendu, on pourrait écrire n'importe quoi, il va me trouver N patients, et on va pouvoir agréger tous ces phénotypes et avoir une liste de phénotypes avec leur fréquence associée. Là, pour cette requête-là, on va ressortir 1022 concepts. La plupart, normalement, c'est tous des phénotypes, parce qu'on est parti de l'UMLS et d'un groupe de types sémantiques qui sont considérés comme des phénotypes. Et on va pouvoir avoir une histoire naturelle automatique d'une maladie rare. Donc, on a évalué ce travail sur 6 cohortes à Necker de maladies rares. Et on l'a évalué, donc on a comparé les résultats avec les experts. Donc les experts ont regardé les 50 premiers phénotypes qu'on sortait pour chacune des maladies, en l'inscrivant soit par fréquence, soit par un test, un pseudo-test d'association qui s'appelle le TF-IDF, un test de pondération qui s'appelle le TF-IDF. On a un score de précision qui a été calculé pour chacune des maladies. Et on a fait une deuxième évaluation en se comparant avec Orphanet, qui propose pour chaque maladie rare une liste de phénotypes HPE. Globalement, on voyait qu'on marchait plutôt bien, qu'on avait même des phénotypes qui n'étaient pas décrits dans la littérature et qui n'étaient pas pertinents pour les experts. Pour certaines maladies rares, elles n'existaient pas du tout dans Orphanet parce que c'était trop récent, comme APDS. Et nous, on obtenait du coup une description phénotypique. Et là où on avait des soucis, ce qui pêchait le plus, c'était les phénotypes qui n'existaient pas dans le thésaurus francophone, mais qui existaient dans le thésaurus anglophone. Typiquement, le visage triangulaire, c'est un phénotype qui existe dans nos comptes rendus, qui est décrit pour la maladie de Silver-Russell, mais qui n'existe pas dans le thésaurus francophone qu'on avait. Et donc, on ne pouvait pas l'extraire, et donc on n'a pas pu, donc ça nous faisait perdre le score.
Et on a publié ce travail dans le journal Orphanet of Rare Diseases. Ensuite, on a travaillé avec Carole Faviès pour voir comment on pouvait augmenter le thésaurus francophone à partir des comptes rendus hospitaliers. C'est-à-dire on a fait tourner l'algorithme du phénotypage non plus pour classer des phénotypes, mais on l'a utilisé pour faire ce qu'on appelle du name entity recognition. C'est-à-dire qu'il a essayé de retrouver des phénotypes qui n'étaient pas retrouvés par un thésaurus, mais l'algorithme disait, voilà, ce groupe de mots, il y a une forte probabilité pour que ce soit un phénotype. Et donc, on a fait tout un travail là-dessus pour voir si on pouvait enrichir, notamment en utilisant les patients qui avaient un certain nombre de gènes. Et on voyait qu'on a pu enrichir les phénotypes, et ça a permis d'améliorer l'algorithme d'aide à la décision derrière. Donc ça a été travaillé, ça a été publié dans le congrès MIE en 2022. Dans l'interface, ça se présente comme ça. Je fais une recherche, syndrome de Rett. Donc là, j'ai les résultats détaillés qui vont s'afficher avec les patients, les comptes rendus, etc. Et on a un onglet concept qu'on a renommé phénotype depuis, qui permet d'avoir toutes ces données agrégées. Avec leur fréquence, on a rajouté aujourd'hui l'âge médian de première évocation de ces signes dans les comptes rendus, ce qui nous a permis de faire un travail avec Tommaso Lobarco en neurologie pédiatrique sur la maladie de Dravet. On a essayé de trouver les signes précoces entre 0 et 2 ans associés à cette maladie rare. Uniquement en partant des extractions automatiques à partir des comptes rendus et en se basant sur la date des comptes rendus. On sait que ce n'est pas parfait, parce que dans les comptes rendus, on va raconter l'histoire du patient, ce qui s'est passé il y a 5 ans, mais on s'est rendu compte que ça permettait déjà d'avoir des informations pertinentes pour le dossier médical. L'idée, à partir de là, c'est qu'on va pouvoir avoir une représentation automatique, synthétique du dossier médical d'un patient en lien avec des ontologies comme le Human Phenotype Ontology, qui est un des thésaurus qui est utilisé. En tout, on a... Désolé, j'ai un chat dans la gorge, je prends un coup. Je suis là. On a extrait automatiquement plus de 50 millions de concepts médicaux à partir des comptes rendus hospitaliers de Necker. Un autre exemple, c'était le syndrome de Mir qui a été utilisé, sur lequel on a travaillé pour faire une extraction des phénotypes et on a pu détecter des phénotypes qui n'avaient pas été décrits dans la littérature et qui a fait l'objet d'une nouvelle publication. Et un autre exemple encore sur cette extraction phénotypique, c'est on a recherché tous les patients qui étaient en surpoids ou en obésité, qui avaient un nystagmus et une cardiomyopathie. Quand on fait l'intersection de tous les comptes rendus qui contiennent séparément ces choses-là, on obtient 12 patients. Et parmi ces 12 patients, il y en a 4 qui ont le syndrome d'Alström. Donc on voit qu'on peut utiliser cette mémoire collective finalement pour trouver des nouvelles connaissances. Alors je vous avoue que si je mets les mêmes phénotypes dans Google, il me ressort en premier le syndrome d'Alström. Donc bon. Ça fait relativiser l'intérêt de faire ça, mais toujours est-il qu'on pourrait l'utiliser dans ce sens-là aussi. Dernier cas d'usage, c'était accélérer la recherche translationnelle, donc avec des fonctionnalités centrées autour du patient. Donc on a dans Dr Warehouse la possibilité de visualiser le dossier d'un patient, donc on a développé un moteur de recherche sur le dossier du patient, différentes vues comme des timelines, des visualisations des parcours de patients, etc. Un des éléments importants qu'on a voulu développer, c'est vraiment aider le médecin à restructurer l'information quand il est en phase recherche. Donc il y a l'entrepôt de données de santé qui est dans l'hôpital, associé aux soins aux données de santé. Et il y a un moment donné, on a une question scientifique précise, on a besoin d'extraire des données pour faire les statistiques et faire la publication. Donc il y a ce travail de restructuration des données qui n'est pas trivial, et moi que je ne souhaite pas faire de manière native dans l'entrepôt. Je pense que ce n'est pas raisonnable parce que c'est un travail sans fin, et une donnée structurée, c'est une donnée décontextualisée. Et si elle est décontextualisée, on n'est pas sûr qu'elle soit réutilisable de la même manière pour un autre projet de recherche. Et je pense que la donnée doit être restructurée en fonction des besoins, en fonction d'une question scientifique. Alors après, on peut mutualiser éventuellement quand on restructure en s'assurant qu'on est vraiment dans le même contexte de réutilisation. Donc pour ça, on a développé ce qu'on a appelé le Smart Data Extractor. Donc c'est un outil qui est intégré à Dr Warehouse qui permet de paramétrer un formulaire, qu'on appelle un ICRF,
dans lequel on va pouvoir définir comment on va restructurer la donnée pour chaque item. Donc, est-ce que le patient est muté sur tel gène, quels sont les traitements qu'il a pris, je ne sais pas, l'âge du patient en diagnostic, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, on va avoir un outil d'extraction sur le dossier d'un patient. Alors, ça peut être en lien avec une cohorte. On va pouvoir contrôler la qualité, corriger, valider, et ensuite faire un export sécurisé, anonymisé. Donc là, c'est l'interface native dans Dr Warehouse, mais ça a été redéveloppé par la startup avec un truc plus sexy. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir un outil simple qui permet aux médecins, alors souvent on l'accompagne dans cette tâche qui peut être un peu fastidieuse, de paramétrer les différents items du formulaire. Ça peut être des listes, des données numériques, des dates. On va pouvoir définir des synonymes ou des différentes manières d'écrire la même chose. Et ensuite, quand on est sur le dossier d'un patient, on va pouvoir exécuter l'extraction sur cet ICRF et il va nous dire, voilà, j'ai coché mâle parce que je sais que c'est un garçon, j'ai codé le poids actuel parce que j'ai trouvé que dans le compte-rendu, il y a écrit son poids est de 14,3 kg. Et si je clique ici, je vais voir le compte-rendu, il va surligner à quel endroit il a trouvé, ce qui va permettre tout de suite de vérifier si c'est vrai ou pas. J'ai précisé dans l'ICRF que je voulais la dernière valeur connue et pas toute. Je peux récupérer sa taille. Je peux récupérer le fait qu'il a été muté sur le gène AVPR2, donc il va cocher AVPR2 et d'autres complications comme hydronéphrose dans le système. Donc on va pouvoir valider, corriger éventuellement ce qui a été fait. Alors on a évalué ce travail avec une cardiologue sur un projet qu'elle avait en cardiologie. Elle a évalué sur 80 patients avec 20 variables et elle a pris un tech qui n'était pas cardiologue, qui n'y connaissait rien en cardiologie. Et ils se sont partagés le travail en faisant chacun 40 patients avec l'outil et sans l'outil. Et on voyait que quel que ce soit le tech ou cardiologue, ça divisait par 2 le temps de saisie. Bon, on s'en doutait, mais ça confirme ça. Mais je pense que ça peut même aller plus loin si l'ICRF est plus long. Là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on améliore l'exhaustivité. On passe de 64 à 71% de variables saisies. Et là, ce qui était plus étonnant, c'est qu'on divise par 4 le nombre d'erreurs. Moi, je pensais qu'on allait peut-être diviser par 2 le temps de saisie et améliorer l'exhaustivité, mais avoir des erreurs parce qu'on n'allait pas tout vérifier. En fait, on se rend compte qu'au contraire, on améliore largement la qualité des données parce qu'on fatigue moins dans ce travail qui peut être très laborieux. Et on a publié ce travail, alors je l'ai développé en 2019, on a mis un peu de temps à le publier, on l'a publié au congrès MIE en 2023. Rapidement, je vais parler maintenant ce qu'on a fait toujours sur la partie translationnelle et fonctionnalité centrée patient sur l'errance diagnostique. Donc les maladies rares, il y en a plus de 7000. Chaque maladie rare est rare, mais en fait elles sont assez fréquentes. Il y a une personne sur 20 qui est atteinte d'une maladie rare. Le problème, le fait qu'elle soit rare fait que des fois c'est difficile à diagnostiquer parce que les médecins ne sont pas tous formés ou sont pas tous, c'est impossible de toutes les connaître. Et les patients, quand ils rentrent dans le circuit ils ont les premiers signes, ils vont voir le généraliste, et ensuite ils vont une série de voir de spécialistes. Alors soit ils ont de la chance, le médecin connaît la maladie rare, il va être vite diagnostiqué et orienté vers les centres de référence. Soit on ne connaît pas cette maladie rare, et là il va partir dans un circuit extrêmement complexe, avec des mauvais diagnostics qui peuvent ralentir encore la prise en charge, la bonne prise en charge, et on peut arriver jusqu'à 5 ans, voire 10 ans d'errance diagnostique. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut, à partir de l'entrepôt de données hospitalier, à partir des comptes rendus, essayer de retrouver des patients qui n'auraient pas été diagnostiqués il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que la maladie n'existait pas, ou parce que, pas de chance, il n'a pas été repéré. Et comment on peut repêcher ces patients avec des outils relativement simples. Donc on a un exemple, c'est la similarité à partir d'un patient diagnostiqué. Donc on a un patient diagnostiqué, avec un phénotype un peu complexe, avec plusieurs comptes rendus. On a tous les patients de l'hôpital, et on va essayer de faire le moteur de recherche pour essayer en mettant tous les critères phénotypiques, on va trouver 0 patient parce qu'on n'arrive pas à savoir quel est le phénotype le plus pertinent. Et plutôt que de faire ça, on va partir sur une similarité avec le patient index en calculant une distance phénotypique entre les patients. Donc on va prendre le patient index, on va prendre ses phénotypes, on va calculer pour chaque patient, entre le patient index et chaque patient d'entrepôt, ceux qui ressemblent le plus et afficher ceux qui sont plus similaires. Et en se disant que parmi eux, il y a peut-être des patients qui ont cette même maladie rare. Hop là, pardon, et qui n'auraient pas été diagnostiqués. Donc, on a fait ce travail
dans les diapos précédentes, d'extraction des phénotypes et des diagnostics depuis les comptes rendus. Et donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est des phénotypes extraits pour voir s'ils peuvent être utilisés pour retrouver des patients qui n'auraient pas été diagnostiqués. Bon, les patients en rouge qui sont là. Donc pour chaque patient, on a cette extraction de phénotypes. On va faire un calcul de similarité basé sur le vector space model. Donc il y a un cosinus d'angle en fait entre les patients qui sont représentés dans un espace vectoriel qui correspond à l'intégralité des phénotypes possibles. Et on va regarder parmi les 30 premiers patients les plus similaires si parmi eux, il y a des patients qui auraient cette même maladie rare. Donc on a évalué ce travail sur 5 cohortes de maladies rares. Je ne présente pas les résultats dans le détail ici parce que ça prendrait trop de temps, mais on montre qu'en fait on arrive dans les 30 premiers patients, top 30, on arrive en moyenne à avoir 50% de patients avec le même diagnostic. Alors ça va dépendre des maladies rares, ça va dépendre effectivement, c'est des maladies rares où il y a un seul phénotype qui est insuffisance rénale, là ça ne marche pas, il faut qu'il y ait quand même plusieurs signes associés. Mais on voit que dans ces cas-là, ça marche plutôt bien. Donc on a publié ce travail dans JBI en 2017, en calculant cette métrique. Et depuis, on a continué à travailler avec Xiaoyi Chen dans mon équipe, avec Carole Faviez, pour prendre en compte la topologie des ontologies, pour calculer en fait des distances entre les phénotypes avant de calculer la distance entre les patients. Et là, dans les derniers travaux qu'on est en train de mener, on travaille en prenant en compte les embeddings. Donc on utilise les méthodes de deep learning pour avoir des représentations de concepts qui nous permettent d'avoir une calcul de similarité encore plus performant. Et on a intégré ça dans l'entrepôt de données. Donc chaque médecin, il peut cliquer sur le bouton similarité à partir d'un patient et avoir les 30 patients qui ressemblent le plus. Et avec ça, l'équipe de Rima Dabou à Necker a pu retrouver un patient muté sur le variant KCNA2. Donc ils avaient 2 patients identifiés, le patient 1 et 2 qui avaient été identifiés avec cette mutation. Et en faisant le calcul de similarité, ils ont retrouvé le patient A, qui est effectivement très similaire, et qu'ils ont pu comme ça repêcher et diagnostiquer. C'est un travail qui a été publié dans Genetics in Medicine en 2021. Pour résumer, on a les dossiers des patients qu'on intègre dans un entrepôt de données. On a du phénotypage automatique, alors ça peut être sur les images, ça peut être sur les textes, qui vont nous permettre, via l'entrepôt de données, de recruter des patients pour tester des hypothèses, faire des cohortes, etc. Générer des hypothèses avec des données agrégées basées sur les phénotypes, alimentation de bases de données recherche via le Smart Data Extractor, et screening de patients par similarité phénotypique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait sur Necker, mais vu qu'on a maintenant la suite Codoc, donc qui était le Dr Warehouse V2, on va dire, dans plusieurs hôpitaux, l'idée c'est qu'on peut s'appuyer sur ce réseau pour diffuser des patients archétypes qui ressemblent à des patients atteints pour essayer de repêcher ces patients en errance diagnostique dans 2 hôpitaux qui ont moins d'experts qu'à Necker. On a publié le Dr Warehouse dans le Journal of Medical Informatics. Au début, c'était open source. J'ai mis en gris clair parce que la création de la spin-off, on a dû... voilà, ce n'est plus open source, la version actuelle. Et l'idée, c'est d'aller vers le système de santé apprenant du futur, vers le jumeau numérique, dans lequel on aurait toutes les données du patient intégrées, avec des modèles statistiques qui permettraient de simuler des cellules, simuler un organe, simuler le corps entier, et sur lequel on pourrait faire de la simulation. De si je lui donne tel traitement, comment il va réagir. Donc aujourd'hui, on est à l'échelle cellulaire, il y en a qui travaillent déjà sur des organes de cœur ou de cerveau. Donc c'est vraiment cette idée-là, à terme, d'avoir cette représentation du patient assez poussée. Pour conclure, je préconise qu'il faut dans les entrepôts de données des données brutes, pour garder le contexte et le sens. Et quand je dis données brutes, c'est les données, voilà, les données textuelles. Il faut développer des outils, évidemment, pour faciliter l'exploration des données, des outils d'extraction pour répondre à une question précise, inutile de structurer par défaut, parce que je trouve que ça ne marche pas et on perd beaucoup de temps à faire ça. Et avoir des interfaces dans l'entrepôt qui permettent d'exécuter des algorithmes sur les dossiers des patients pour vraiment les mettre en production dans le soin. Et vraiment cette idée d'avoir une approche pragmatique et réaliste de l'utilisation des données de vie réelle dans l'hôpital. Et tout ça, ça a été fait avec une équipe super à l'Institut Imagine et les médecins de l'hôpital de Necker Enfants Malades et les centres de référence maladies rares. Merci beaucoup. C'était passionnant et ça fait rêver. Merci, c'est super beau travail, hein, au pluriel. Travaux donc.
Donc, si vous voulez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'en vois pas, donc je vais en profiter pour en poser. La première, elle est un peu casse-pied, mais on s'y confronte toujours. Comment vous gérez le problème du consentement des patients pour que leurs données soient utilisées dans cet entrepôt avec de multiples études qui peuvent être faites à partir de leurs données, de multiples requêtes, etc. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Est-ce que vous avez trouvé des astuces pour qu'on soit clean au plan RGPD et éthique et pour autant productif, quoi? Alors, donc, avec le nouveau référentiel de la CNIL, maintenant, c'est pris en compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le consentement, on est sur l'information des patients. Donc, avec cette idée, effectivement, ça a été, en fait, ça a été un des objets de la refonte totale de Dr Warehouse par la startup. Moi, quand j'ai commencé à développer Dr Warehouse, il n'y avait pas de référentiel, ça a été des discussions au début assez complexes avec la CNIL, parce que, en gros, pour chaque requête dans l'entrepôt de données, il aurait fallu faire une demande d'autorisation, ce qui n'était pas gérable. Donc, ils ont mis en place ce référentiel EDS, la CNIL, qui permet de cadrer vraiment l'usage et dont le prérequis vraiment pour les patients, c'est informer. Donc, informer les patients, voie d'affichage, site web, être le plus clair là-dessus, avoir un portail de transparence qui permet de lister les études. Voilà. Ok. Et Ok. ils ont développé. Il y a maintenant ce qui se met en place aussi, c'est des portails d'opposition pour que le patient puisse s'opposer directement en se connectant via en utilisant France Connect, en fait. Donc, son identifiant des impôts, il se peut connecter au portail de l'hôpital pour pouvoir s'opposer à la participation à des études ou à l'intégralité de ces données dans l'entrepôt. Et le fait que vous ayez beaucoup de patients pédiatriques, est-ce que ça a créé des soucis particuliers ou c'est, je veux dire, quand ils deviennent majeurs, par Ça exemple? complique tout, ça complique Ouais. tout, c'est sûr. Mm. Ça complique tout. Après, non. Dès le moment, en fait, quand les patients viennent à l'hôpital, dans le livret d'accueil, il est spécifié l'existence d'un portail de transparence. Et en fait, ça permet normalement de pallier à ce problème de réinformer à chaque fois. Ils peuvent se connecter, enfin aller sur le portail et voir les études qui sont faites et comment ils peuvent s'opposer à l'utilisation des données. Ok. J'avais aussi une autre question par rapport à. Donc, vous avez dit comme ça qu'il y avait une douzaine d'hôpitaux qui utilisaient Dr Warehouse maintenant. Alors, qui ont signé pour l'installation de Dr Warehouse, alors qui sont en production, je ne pourrais pas dire exactement. D'accord. Alors là, c'est la startup. Moi, je suis cofondateur, mais je ne suis pas du tout opérationnel dedans. Ok, ok. Et Non, là, mais du coup, la question plus scientifique derrière, c'était le niveau d'exportabilité de l'outil que vous avez développé, à quel point il est robuste quand il sort d'un centre de référence comme Imagine dans les maladies ouais. génétiques. Est-ce que si on l'utilise à Gustave Roussy en cancéro, ça produira, à votre avis, est-ce que ce sera aussi robuste, aussi efficace, ou il y aurait tout un travail d'acclimatation de l'outil à un nouveau contexte, quoi? Alors, il est installé à Gustave Roussy. Ah, bah oui, embêtant. Et voilà, et il publie. Il y a des publications qui sont sorties là grâce à l'outil. Donc, alors c'est pas la version que j'ai développée moi, mais c'est en fait la version redéveloppée par Codox, c'est la même. C'est juste la technologie et le fait qu'il soit 30 développeurs qui fait que ça change la manière de travailler Ok. en termes de maintenance et tout. Mais en fait c'est installé à l'hôpital Sainte-Anne aussi en psychiatrie, à l'hôpital Foch, qui est plus généraliste. Donc on voit qu'en fait, ça peut se généraliser à plein d'autres thématiques. Ok. Et est-ce que vous avez des stratégies d'essais cliniques ou de trucs dans le genre pour valider l'utilisation clinique de ce type de. Alors, pas pour trouver une cohorte de patients qui se ressemblent, mais l'utilisation clinique d'un clinicien qui va utiliser cet outil dans sa pratique diagnostique. Est-ce que vous avez des idées de comment vous pourriez valider euh, de manière prospective, robuste, que cet outil améliore les capacités diagnostiques, qui ne produit pas trop de faux positifs et d'erreurs qui pourraient faire qu'on fait des examens complémentaires inutiles, etc. Comment vous Alors, voyez ça? ouais, on est en train de l'évaluer de manière justement. Là aujourd'hui, on n'est pas en phase
de production. C'est-à-dire l'outil de similarité, c'est vraiment, voilà, c'est un outil qui existe, ça permet de retrouver des patients similaires, mais ça donne aucune information sur un diagnostic quelconque ou quoi. C'est au médecin de voir les patients similaires. Ça peut juste générer des fois des diagnostics différentiels, mais même ça, c'est intéressant parce que ça permet de donner de nouvelles pistes d'associations, peut-être qui partageraient, enfin, diagnostics qui partageraient une voie moléculaire ou je ne sais quoi. Donc ça, je laisse les médecins utiliser ce bouton un peu comme ils veulent. À côté de ça, on est en train de vraiment d'évaluer de manière plus précise la capacité à repêcher des patients en errance ou à diagnostiquer des patients. On travaille sur les ciliopathies en particulier, où on a vraiment un travail plus profond là-dessus. Et on travaille aussi sur d'autres maladies rares, avec le CHU de Caen par exemple, pour voir pour évaluer justement cette capacité et la sensibilité et la spécificité du recueil. Sachant qu'il y aura toujours l'œil de l'expert derrière qui va dire non, ça c'est pas un bon patient, ça oui c'est un patient. En fait, je pense qu'on ne fera pas forcément mieux qu'un expert de la maladie. Par contre, nous on sera capable parmi 900 000 patients de retrouver le patient qui aurait été oublié. Oui, bien sûr. Et après, le spécialiste, il pourra en un coup d'œil, je pense, dire oui c'est un patient intéressant, non c'est pas un patient intéressant. Et puis tout le monde n'a pas accès à l'expert, donc en ça voilà. C'est intéressant. Enfin. Et c'est pour ça que c'est compliqué à évaluer parce que on n'est pas dans un outil traditionnel d'aide au diagnostic, en fait. Ouais. La plupart des outils, ce qui se passe, c'est qu'on est sur le dossier d'un patient et on va lui dire, vas-y, donne-moi la maladie rare qu'il a. Et là, effectivement, là, c'est plus compliqué parce que ça peut générer des examens complémentaires. On n'est pas face à un expert qui va utiliser l'outil. Nous, dans l'autre sens, c'est parmi 900 000 patients, combien n'auraient pas été vus. On vous les ressort et à vous de décider si c'est vraiment la bonne maladie ou pas. Ok. Et j'ai une dernière question qui est peut-être très naïve, mais quand on voit ce que fait les prodiges faits par ChatGPT, alors des prodiges avec beaucoup de limites, hein, mais est-ce que les modèles de LLM sont des choses que vous implémentez dans votre technologie? Est-ce que vous pensez que ça peut aider, que ça peut améliorer? Indiscutablement. Donc là, on y travaille. Par exemple, le Smart Data Extractor que je vous ai montré juste avant. On a un projet ANR là, qui est lancé l'année dernière avec Guillaume Assier et Anne-Sophie Jeannot de la BNDMR. Et on est en train d'évaluer justement l'utilisation des modèles de langue large pour essayer d'alimenter automatiquement des bases de données structurées pour des projets de recherche. Mais je pense qu'au-delà de ça, à terme, je me dis qu'on doit pouvoir l'utiliser pour interroger le dossier du patient, tout simplement. Dire voilà, donne-moi la dernière créa, donne-moi quelque chose. Alors après, il faut voir s'il ne fait pas des hallucinations. C'est toute la difficulté de pouvoir garantir au médecin qu'il ne va pas dire n'importe quoi. Et comment on recontextualise et comment on affiche ce qui a permis d'apporter une réponse. Ok. Mais c'est passionnant. Là, on a un stade vraiment passionnant, l'utilisation des modèles de langue large sur les données de santé. Bah, vous avez déjà bien entamé des choses passionnantes quand même. Hein. Mais tant mieux si on peut vous inviter dans 2 ans à nous montrer les nouveaux trucs fabuleux que vous aurez développés. Avec plaisir. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je crois que je vois pas de questions, donc on va s'arrêter là. La prochaine séance de la CIA, ça sera en février prochain. Je sais plus la date précise, mais je vous l'enverrai. Et ben, grand merci Nicolas pour cette super présentation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.